bon pour moi, donc c'est bon pour toi, Bettina. Super, merci beaucoup Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente rapidement, je suis Bettina Reveron, secrétaire générale de Impact AI, qui a le plaisir d'organiser cette table ronde. Quelques mots sur nous. On est un collectif d'une 60aine de membres qui s'investissent sur l'IA responsable. Et on lance tout juste une réflexion sur le genre. C'est quelque chose qu'on a envie de porter depuis longtemps. Donc on est très heureux et heureuse de lancer cette conversation avec vous. L'objectif aujourd'hui avec nos intervenantes, c'est vraiment d'aller chercher des témoignages de femmes d'âge, de secteurs, de parcours différents, et d'aller les entendre sur ce qui, dans leur carrière, dans leur parcours, ont été à la fois des freins ou des accélérateurs, et qu'elles nous racontent un peu tout ça de façon très subjective. Avant de commencer, peut-être un rapide état des lieux de la parité dans l'IA, avec deux chiffres qui sont assez parlants. Le premier, c'est 22%. 22%, c'est le nombre de professionnels de l'IA dans le monde qui sont des femmes. C'est un chiffre qui a été sorti en 2019 par le World Economic Forum et qui, pour moi, est assez éloquent. Et le deuxième chiffre, c'est 24%, et c'est le nombre de diplômés en sciences de l'information, selon un rapport de la Commission européenne. Donc il y a d'un côté ce constat-là, qui est assez alarmant, et de l'autre, le constat d'un foisonnement très fort d'initiatives qui viennent d'entreprises, d'associations, de pouvoirs publics, qui visent justement à renverser un peu la vapeur et à aller former, recruter et créer des vocations chez les femmes dans l'IA. Donc la question qu'on a envie de se poser avec vous aujourd'hui et à travers vos parcours, c'est en ayant sur la base de ces initiatives et de cette envie collective existante, comment on accélère, comment on passe à l'échelle pour qu'on arrive à la parité, pas dans 20 ans, pas dans 30 ans, mais le plus vite possible en quelque sorte. Alors, avec nous pour en parler, on a 4 intervenantes. Agnès Van de Waal, vous êtes directrice de la division partenaires et start-up de Microsoft et présidente de notre collectif Impact AI. Théa Rukavina, vous êtes ingénieure en recherche et développement chez Orano et membre du Cercle Interrel, qui fait partie d'Impact AI aussi, avec qui on va travailler sur ces sujets. Et le Cercle Interrel a récemment lancé un pacte femmes et IA. Donc vous avez beaucoup de choses à nous partager aujourd'hui. Samara aussi, vous êtes data scientist et entrepreneur. Vous avez créé Aliatech, qui est un assistant vocal qui facilite la communication entre un praticien, un médecin, et des patients allophones. Alors allophone, je le précise, ça veut dire qu'ils ne parlent pas la langue natale du pays. Et finalement, Maria Repina, vous êtes directrice générale de Teens in AI en France, le chapter français. Et Teens in AI, vous formez une nouvelle génération de chercheurs et de praticiens de l'IA éthique. Donc merci à toutes pour votre participation. Mon premier tour de table va être assez personnel. Quand on a préparé cette table ronde, toutes les 4, assez spontanément dans la conversation, sont advenues des anecdotes, des épisodes de votre vie, de votre parcours, où le fait d'être une femme a été, disons, remarqué ou un problème ou une anomalie. Et donc, je voulais faire un premier tour avec vous pour que vous nous racontiez cet épisode personnel qui vous est arrivé. Peut-être on commence avec toi, Agnès? Oui, tout à fait. Donc, ravie d'être avec vous aujourd'hui pour aborder ce sujet qui est si important. Donc, une anecdote que je pourrais raconter, qui se rapporte à mon début de carrière. Je suis arrivée dans le numérique et l'IT, on va dire, un peu par hasard, et dans un groupe qui n'était pas français, qui était japonais. Et donc, quand vous remontez un petit peu en arrière et que vous reprenez le sens de la culture japonaise et que vous rajoutez aussi le principe de l'univers de l'IT en plus, ça faisait beaucoup de critères où en fait je me suis retrouvée la seule femme au board de la société japonaise. Donc j'avais à l'époque la direction marketing et commerciale. Et puis si c'est pas indiscret, pardon Agnès. Pardon, tu avais quel âge? J'avais 30 ans. Et puis, en fait, je n'avais pas réalisé ça. J'étais dans mon poste. Je n'avais pas réalisé que ça pouvait être pas un problème, mais un élément de différenciation très fort. Je l'ai réalisé la première fois que je suis arrivée dans un meeting avec mes homologues de tous les pays qui se passait au Japon, où je me suis retrouvée dans une salle de 300 ou 400 personnes à être la seule femme.
parmi beaucoup d'hommes de toute nationalité, bon évidemment beaucoup de Japonais, donc la seule femme blonde qui arrivait et de ce fait, passé ce moment d'étonnement, j'ai décidé d'en faire une force parce que évidemment, bah, j'étais assez remarquée, donc assez visible. Donc tout le monde venait plutôt de manière un peu curieuse me demander ce que je faisais là, quel était mon poste, si j'étais là pour être l'assistante de quelqu'un ou pas. Et donc il a fallu réexpliquer, lever beaucoup d'interrogations, plus de curiosité, on va dire, qui n'était pas malsaine ou non bien pensante, même si dans la culture japonaise, les femmes n'étaient absolument pas encore à cette époque, et encore un petit peu, je pense, aujourd'hui. Enfin bref, il y a encore des efforts à faire là-dessus, vu à ce niveau de poste. Et c'est là, je crois, qu'est née la petite graine de militantisme. C'est un grand mot, mais en tout cas, une prise de conscience très forte qu'il fallait faire quelque chose, et que j'avais beaucoup de consoeurs autour de moi qui devaient vivre la même chose, et aussi beaucoup d'autres qui allaient peut-être le vivre, et en tout cas, il fallait absolument qu'on casse cela. Et de ce fait, de retour en France, j'ai pris un peu ce sujet qui n'était évidemment pas pris au sein du groupe, mais déjà pour au sein de mes équipes, avoir conscience de cette parité, de cette nécessité de promouvoir ces métiers de l'IT et du numérique auprès des jeunes femmes et des femmes en général. Et ça m'a suivi toute ma carrière. Après, j'ai été dans un groupe coréen, même souci. Même approche. Et je veux dire qu'enfin, en étant arrivée chez Microsoft, j'ai rejoint un groupe où vraiment la mixité, la diversité est une valeur extrêmement forte et prend tout son sens. Alors là, on parle de diversité de genre, mais il y a aussi la diversité d'âge, d'origine, l'handicap qu'il faut prendre en compte. Donc, tout finalement, ce qui renforce une équipe, qui fait qu'on est plus créatif, productif et tout simplement on reflète la société dans laquelle on vit. Et je dois dire que c'est assez agréable d'être dans un groupe qui le met en étendard et qui met beaucoup d'actions concrètes là-dessus. Mais ça a rejoint en fait mon premier, on va dire, haha moment, comme on dit, moment d'étonnement. Quand je suis rentrée dans cette salle de réunion, je pense qu'on aurait pu prendre une photo de ma tête, ça devait être assez drôle. Et de leur tête aussi, parce qu'ils étaient tout de deux côtés, on était aussi surpris les uns que les autres. Voilà, donc voilà pour ma première anecdote. Et je voudrais vraiment retenir une chose pour l'auditoire, c'est que oui, ça peut être un frein, mais ça peut être aussi une force. Aujourd'hui, quand on est femme dans le numérique, dans l'IT et dans l'AI en particulier, c'est vraiment une force. Parce qu'on est extrêmement recherché, ce sont des profils qui sont rares, et donc généralement on n'a pas trop de soucis de carrière ou de next step, et donc on se doit d'autant plus d'être ambassadrice chacune et d'être acteur pour faire évoluer les choses. On en reparlera. Théa, je crois que toi, c'était pendant ton parcours d'étudiante que tu as été confrontée à ce genre de situation. Oui, c'est ça. En fait, c'était pendant mes études doctorales en thèse, parce que j'ai fait un parcours, une école d'ingénieur pour la génie civil, après un master et aussi en modélisation des structures. Et en fait, c'est vraiment un milieu très masculin. Et dans chaque niveau, en fait, il y avait de moins en moins de femmes. Donc, quand je suis venue au doctorat que j'ai fait à l'UTC ici en France, j'ai participé à des congrès scientifiques et souvent, on était vraiment pas un grand nombre de femmes présentes. Et une fois, ça m'est arrivé, un vieux professeur qui était vraiment le chercheur le plus connu, qui a commenté après notre présentation, moi et une collègue qui faisait avec moi, oh, regarde ces belles filles, mais elles savent aussi présenter, c'est très joli. Donc voilà. Donc au lieu de nous apprécier par notre travail scientifique, on a bien bossé, on a bien présenté tous nos résultats, on a publié tout ça. Pour lui, c'était quand même voilà, de voir des jolies filles. Donc, je pense que il faut se battre contre ça. Il faut changer un peu la vision qu'on a des femmes dans la science, dans les domaines du numérique, dans les domaines qui sont considérés masculines, parce qu'en fait, on doit s'emparer de ces sujets-là pour ne pas, à la fin, donner une vision du monde qui n'est pas représentatif, parce qu'en fait, les algorithmes, ils prennent juste des bases de données que nous, on leur donne, et ils reproduisent, ils amplifient des choses et ils peuvent amplifier des biais. Donc, je pense que c'est très important d'avoir des équipes assez, avec des profils différents, comme ça, on peut bien avancer.
On parlera évidemment de cette question des billets. Sama, peut-être ton anecdote et ensuite Marina. Oui, alors donc moi, pour mon anecdote, c'était lorsque j'étais au lycée. Donc en seconde, on a des options à choisir. L'option que j'ai choisie, c'était sciences de l'ingénieur. Et du coup, il y avait une matière. À la suite, on a le choix entre continuer sur sciences de l'ingénieur, donc pour le bac, ou bien SSVT, qui est le fait de faire une terminale, enfin faire un cursus avec de la biologie. Et alors, première chose, dans cette classe, pardon, il y avait très peu de femmes. Et je me souviens encore le jour de la réunion parents-prof. Donc, le prof a dit à ma mère, bon, on est d'accord, Sama, elle va pas continuer en faisant enfin, sciences de l'ingénieur. Pour lui, c'était comme une évidence. C'était sûr que j'allais pas continuer et présenter cette option-là, donc pour le bac. Et puis, pour moi, ben, quand il a dit ça, j'étais en mode, ben, ok, bon, de toute manière, je comptais prendre SSVT. Et puis, ce qui est le plus marrant, c'est que j'avais des bonnes notes, en fait. J'avais quelque chose comme 15 de moyenne au moment où il disait, où il avait annoncé à ma mère, comme quoi, bah, c'est pas fait pour moi, quoi. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les classes de SI, surtout à cette époque-là, donc c'était dans les années 2000, c'est des classes qui sont presque exclusivement masculines. Et donc, c'est une classe où, pour eux, enfin, pour ces professeurs, en tout cas, c'était évident que je n'allais pas continuer dans ce cursus. Il y a des points communs quand même. Et Marina? Oui, je vais peut-être aller encore plus en amont, on recule en âge. Je vais parler de mon enfance et en fait, moi, je voulais parler de ma mère parce qu'on ne se rend pas compte, mais il y a 50 ans, à l'ère du début de digitalisation, etc., la plupart des postes dans le digital étaient pris par les femmes et c'était le cas de ma mère qui était ingénieure programmeur. Et là où elle travaillait, à peu près 70% de postes étaient pris par les femmes. Et pour moi, en fait, quand je me suis rendu compte de ça, j'étais en choc total de comment est-ce que la situation a évolué de manière drastique et dramatique dans l'autre sens. Mais, mais aussi pour moi, c'est un espoir parce qu'on a déjà été là. Et donc, je pense que le retour à la parité entre les hommes et les femmes dans la tech, c'est tout à fait possible. Il faut peut-être juste faire sauter certains verrous dans la tête et changer peut-être les mentalités. Et, voilà. Alors, justement, pour changer, je voudrais qu'on continue un peu l'état des lieux que j'avais commencé en introduction et vous interroger sur ce que vous identifiez, vous, comme les freins majeurs au fait d'arriver à la parité sur ces métiers. Il y a évidemment plein de facteurs, des choses de long terme, des choses de court terme, des choses culturelles, des choses conjoncturelles, etc., etc. Mais je vous avais demandé de réfléchir chacune, peut-être commencer par les grandes entreprises, Orano et Microsoft, un peu ce point de vue corporate de ce qui, pour vous, aujourd'hui, nous empêche d'accéder à cette parité. Je vais peut-être démarrer. En fait, il faut remonter, comme on le disait précédemment, assez loin parce que la difficulté de parité est le manque de candidates pour intégrer ces entreprises. Et quand on déroule un peu la pelote, en fait, pourquoi on ne trouve pas de candidates? Parce qu'il y a seulement 25% de femmes aujourd'hui présentes dans les écoles d'ingénieurs. Si je vais vraiment me focuser sur les profils techniques, entre autres, et après, il y a bien d'autres profils, bien sûr, dont on a besoin. Mais si je me focus sur les profils techniques, c'est donc le peu de représentation des femmes au niveau des écoles d'ingénieurs. Donc, je remonte. Pourquoi? Parce que finalement, il y a peu de jeunes femmes qui vont plutôt dans des matières scientifiques quand elles sont au collège et au lycée. Et quand je remonte encore, ça vient presque d'un schéma familial et culturel en France où je ne sais pas pourquoi, mais les jeunes filles sont plus destinées, les petites filles sont plus destinées à être bonnes en français et les garçons à être bons en maths. Et je pense que dans l'inconscient collectif, beaucoup de familles poussent vers là et dans ce schéma. Et on retrouve du coup des collégiennes qui, de facto, quand on était en plus, pas avec des spécialités, mais avec des filières, allaient naturellement en L ou en ES et peu finalement en filière S, ne se retrouvaient pas en école d'ingénieur, etc. Donc, on a un problème aussi dès le collège, dès les petites classes, en fait, à faire comprendre pourquoi l'intérêt des matières scientifiques et qu'elles sont tout à fait accessibles aux filles. Premier point. Deuxième chose,
la compréhension de ce qu'est le numérique, l'IT. Alors, ça commence parce qu'aujourd'hui, il y a ce phénomène de start-up, il y a ce phénomène d'innovation, de créativité. Là, on parlait de Vivatech juste en introduction, juste avant. Voilà, ça commence à être très mis en avant et je pense que ça commence à résonner chez les jeunes filles et chez les jeunes femmes. Mais c'est quand même trop associé aussi encore, et là je vais arriver à d'autres types de profils, sur il faut que j'ai fait une école d'ingénieur pour venir travailler dans l'IT, dans le numérique, voire dans l'AI, dans l'intelligence artificielle. Et là, ce que je tiens à dire, c'est que non, 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 pas du tout. Moi, je n'ai pas fait une école d'ingénieur, je suis issue d'une école de commerce, mais quand on est curieux et que finalement on aime l'univers de la tech et qu'on aime voilà, ce rythme d'innovation, tous les métiers, tout est possible. Et ça, je pense qu'il faut lever un peu ce fantasme d'être forcément geek ou tech pour prendre des métiers qui sont relatifs dans cet univers. Et alors, pour faire cela, il faut le faire savoir, il faut faire comprendre ce que c'est, quels sont les différents métiers que l'on peut avoir dans la tech, dans le numérique, dans l'intelligence artificielle, faire connaître les entreprises. Il n'y a pas que des très grands groupes, il y a aussi plein d'entreprises, évidemment des startups, mais aussi plein de PME juste extraordinaires qui sont dans ce milieu-là, qui recherchent des talents féminins, qui les veulent, qui sont très intentionnels, mais qui me disent tous les jours quand je les rencontre, notamment mes partenaires, mais on ne les trouve pas en entretien, c'est extrêmement compliqué. Donc, ils sont obligés d'être intentionnels là-dessus. Donc, voilà, on est dans une phase encore de réveil, en fait, de conscience, à la fois côté candidate qu'elles peuvent y aller, mais c'est encore trop méconnu. Et il y a donc une partie d'éducation à faire, encore une fois, dès le lycée, mais aussi après, dans les écoles de commerce, dans les universités, pour faire connaître ces métiers-là. Je trouve qu'en France, les écoles de commerce sont encore beaucoup trop centrées sur les voies royales, un peu classiques, soit des cabinets de consultants, soit de LVMH, de L'Oréal et autres. C'est très bien, mais il n'y a pas que ça. Et je pense que c'est privé, en fait, tous ces profils de jeunes talents, je vais dire, de talentueuses, je n'avais jamais fait talentueuse, non, de talentueuses jeunes femmes, de pouvoir nous rejoindre dans le… Je vais retenir celui-là, de nous rejoindre dans le numérique et d'avoir une carrière juste extraordinaire sur ces sujets-là. Donc, voilà pour moi l'un des freins principaux. Oui, je peux rebondir sur ce que Agnès vient de dire. En fait, je pense que aussi il y a deux côtés du problème, parce que quelquefois vraiment il y a cet intérêt. En fait, l'intérêt pour les métiers du numérique, pour les maths et tout ça, ça se cultive aussi. Et il y a, je pense, plein de jeunes filles qui se disent en fait, ça c'est pas pour moi. Et je pense qu'avec avec le temps et avec tous les rôles modèles qu'aujourd'hui les jeunes filles peuvent voir et qui peuvent voir en fait toute la diversité de métiers dans le numérique, ça va venir à sa place. Et je dis, comme Marina l'avait dit, peut-être aussi ça va revenir à de bonnes choses qui étaient présentes là quand ta mère travaillait dans le numérique. Mais aussi, je pense qu'il faut sensibiliser les dirigeants et les managers qui peut-être quelque part ne sont pas assez conscients de tous les obstacles que les femmes peuvent rencontrer dans les entreprises. Dans des gros groupes comme par exemple Orano, on fait beaucoup d'efforts pour la diversité, pour inclure plus de femmes dans des positions d'importance un peu hiérarchique. Mais je pense que quand même il faut faire plus d'efforts pour travailler sur des petits stéréotypes qui se propagent même nous-mêmes entre femmes. Donc, je pense qu'avec ces voies, on pourrait progresser un peu plus. Sama, là, du point de vue de Théa et Agnès, on parle beaucoup d'autocensure, de méconnaissance de la diversité des métiers et donc de vocations qui ne se créent pas par méconnaissance des besoins. Toi, d'un point de vue d'entrepreneuse, qu'est-ce que tu as identifié comme frein structurel, disons, à l'accession ou à la réussite pour les femmes dans ces parcours? Alors, je dirais, première chose, c'est que le besoin, oui, en effet, de rôle modèle. Ça, c'est clair et net. C'est-à-dire que si on a l'habitude de voir des personnes autour de nous qui ont ces postes-là et qui font un peu partie de l'archétype, homme, d'un certain âge, d'une certaine catégorie sociale, eh bien, ça ne donne pas envie
Et même, c'est plus que ça, c'est qu'on se dit, ben, c'est normal si je le fais pas. On va se dire, ben, finalement, si je le fais, bon, ben, c'est une bonne chose, mais il n'y a pas de pression, en quelque sorte, mise pour pousser les gens, pour pousser les plus jeunes filles, à se dire, ben, ok, ben, pour moi aussi, une carrière d'ingénieur, ben, c'est possible, en fait. Et à côté de ça, par contre, ben, il y a pas mal de filles dans des carrières qui sont plus liées à autre chose que le côté un peu mathématique. Des fois, on va aller plus dans des carrières un peu plus qui sont liées à la santé, tout ce qui est biologie également. Et je tiens à dire du coup par rapport à ça, c'est que autour de moi, je connais beaucoup de filles qui entreprennent et qui ont fait une carrière scientifique. Donc petit à petit, ça change. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Marina, toi, merci beaucoup, Sama. Marina, toi, tu es au contact de populations très jeunes. Tu vas nous raconter un peu plus tard quelles sont les actions que vous mettez en place. Mais est-ce que tu as le sentiment que ces freins qu'on vient de mentionner, l'autocensure, la méconnaissance ou la vision un peu exiguë des compétences qu'il faut pour réussir dans l'IA, les questions de représentation, est-ce que tu as l'impression qu'au sein de ces générations qui sont beaucoup plus jeunes que nous, que moi en tout cas, c'est encore d'actualité, c'est encore très prégnant? J'ai l'impression que oui. Et très souvent, on voit qu'il y a quand même il y a des choses qu'on remarque, c'est que les filles qui rejoignent nos hackathons, elles ne rejoignent pas les hackathons forcément. Pardon, Pardon? Qui ont quel âge à peu près? Entre 12 et 18 ans. Donc, on travaille avec les enfants, les adolescents de 12 et 18 ans, entre 12 et 18 ans, et on voit que très souvent, elles se joignent à nous, non seulement parce que ce sont les hackathons et on travaille dans les sujets on travaille avec la IA et le code, etc. Très souvent, elles ne savent pas coder et elles viennent juste par curiosité. Et elles viennent parce que lors de nos hackathons, on solutionne des grandes problématiques, on les incite à réfléchir aux problématiques du climat, de l'égalité entre les genres, par exemple, etc. Et de trouver des solutions pour ça, à ces problématiques, via les solutions basées sur la AI. Et en fait, lors des hackathons, elles découvrent comment est-ce que la AI, comment est-ce que la tech peut aider à solutionner ces problématiques. Et c'est assez incroyable c'est assez impressionnant de voir comment est-ce qu'elles s'y adhèrent. Et j'ai vu déjà beaucoup de participantes qui ont commencé, suite à nos hackathons, à prendre les cours de code et s'intéresser davantage. Et on a des cas où les équipes souhaitent poursuivre avec leur projet, l'amener jusqu'au niveau de prototypage, jusqu'au la mise sur le marché, pourquoi pas. Et donc, elles y tiennent. Et donc, ils y tiennent non seulement juste sur l'idée, mais elles vont très dans le détail sur le code, encore une fois, sur comment le projet fonctionne. Donc, oui, juste pour revenir à ta question, je crois qu'il y a beaucoup plus d'ouverture d'esprit. Mais il y a quand même pas mal de freins à faire sauter encore. Il y a peut-être aussi un point qui, à mon avis, est très important. Je rejoins complètement ce qui a été déjà dit. Et peut-être aussi un point très important. Très souvent, je vois qu'il y a un certain manque de confiance en soi. Et qu'il faut aussi travailler, à mon avis. Dans ma carrière, j'ai croisé beaucoup de femmes dans les métiers digitaux qui étaient des filles super intelligentes, qui proposaient des idées très intéressantes, qui étaient très créatives, mais très souvent, elles restaient en retrait et c'était toujours leur patron homme qui prenait la parole. Et j'ai vu quand même beaucoup de cas comme ça. Et je pense que le travail de confiance en soi, il est très important. Et ça passe par l'éducation, par démontrer les exemples d'autres femmes qui ont réussi, comme tu avais mentionné auparavant. Donc, moi, je pense que c'est aussi un moment qui est très important à avoir en tête. Mais alors justement, si on s'intéresse maintenant aux solutions, là, j'entends beaucoup dans ce que vous me dites, de problèmes profondément ancrés. On parle de changement des mentalités, de confiance en soi, de transformation culturelle, etc. Ça peut prendre des années. On peut y être encore dans 200 ans.
Donc concrètement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que, au-delà des grandes théories et des grands principes, je sais, on a parlé des role models, etc., c'est hyper important, mais qu'est-ce que vous avez vu, vous, dans votre expérience, au sein de vos entreprises, dans les réseaux dont vous faites partie, où vous vous dites, là, on tient quelque chose, il faut le développer, il faut le mettre à l'échelle pour qu'on accélère. Et essayer d'être le plus précise possible pour qu'on identifie un peu, on fasse une sorte de mapping des initiatives qu'on aura envie de disséminer. Je démarre. Agnès, tu démarres. Tu m'aurais posé cette question il y a 20 ans ou 10 ans, j'aurais dit mais jamais de quotas. Et en fait, j'ai changé d'avis. Je pense qu'il va falloir et il faut absolument que dans les entreprises, on mette des quotas de recrutement. C'est le cas dans Microsoft. Alors, c'est le cas, alors quand je vais moduler fortement ce que l'on dit, à compétences égales. D'accord. Quand on a un service, un département, des postes sur lesquels on veut justement forcer cette diversité, on va déjà exiger pour chaque poste d'avoir des profils féminins dans la shortlist, enfin dans la loupe d'entretien que l'on va avoir. On va de cette même façon faire très attention à ce qu'il y ait des représentants Microsoftie féminines qui soient là pour les entretiens. Parce que je pense que c'est important aussi pour les candidates de voir et d'avoir une interview, enfin un entretien avec les femmes qui sont dans l'entreprise pour qu'elles puissent donner leur point de vue sur des sujets très divers, que ça peut être le work-life balance, équilibre vie perso, vie privée, comment une femme peut réussir un parcours chez Microsoft et qu'elle exprime comment elle ressent ses valeurs de diversité chez Microsoft. Et oui, entre deux profils excellents, tous deux, s'il faut pour on va dire, forcer la diversité de l'équipe, prendre un profil féminin, on le prendra et on le favorisera. Et c'est extrêmement dit et de manière intentionnelle et forte. Et on est obligé de passer par là parce que sinon, on ne sera jamais à l'équité. Aujourd'hui, notre ambition, l'ambition ultime, c'est qu'on doit représenter ce qui est la représentation féminine en France, donc à savoir 50%, même un petit peu plus, hein, je crois que c'est 51%. On en est loin. Je pense que la moyenne dans l'IT, je ne sais pas si tu avais le chiffre, Bettina, ou tu l'as dit en entrée, mais je crois que c'est 22 ou 28%. Voilà, on est à 36% ou 35% chez Microsoft. On a évidemment une très forte population tech, donc ça empêche finalement d'atteindre aujourd'hui plus rapidement peut-être, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ce taux de 50. Donc, il faut être intentionnel. Donc, des quotas. Après, je vais revenir quand même sur deux actions qui me fonctionnent très, très bien, je pense. Le rôle modèle, alors que ce soit à travers les hackathons, à travers des awards, rôle modèle. On a lancé chez Microsoft le Partner Role Model Award, où en fait, à tout l'écosystème des partenaires Microsoft, que ce soit des ESN, des ISV, des startups, on a demandé à ces sociétés-là de présenter leur rôle modèle, des femmes chez eux qui sont extraordinaires. Ça peut être des jeunes pépites qui viennent nouvellement d'arriver, des leaders ou des profils tech. Et dans ces trois catégories, on va élire, et on va le dire lors de notre événement Inspire mi-juillet, voilà, quels sont les 3 awardés. On a eu plus de 120 profils proposés, juste incroyable, des profils mais extraordinaires. On aurait voulu toutes les choisir, mais on va faire suivre et vivre cette communauté, donc tout au long de l'année, les faire se rencontrer et on demande aux entreprises, à tous nos partenaires de les mettre en avant sur les réseaux sociaux, qu'elles témoignent, qu'elles fassent part de l'anecdote de leur carrière, pourquoi elles ont choisi ce métier-là, qu'est-ce qui a été facile, difficile pour elles, qu'est-ce qu'elles doivent dire aux jeunes filles pour les encourager à les rejoindre. Donc rôle modèle hyper important, parce qu'on ne peut pas s'identifier à quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, encore une fois, ça, c'est important. Et puis après, il y a le cross-mentoring. Il y a le fait de s'aider et de s'entraider, que ce soit du cross-mentoring fait par des hommes ou des femmes, peu importe, mais qu'en fait, ces jeunes femmes, ou moins jeunes, à un moment de leur carrière, peuvent avoir des doutes. On parlait de manque de confiance, on parlait à un moment du plafond de verre, on parlait à un moment de est-ce que je peux finalement accéder à ce poste au board ou est-ce que je pense que je ne l'ai pas, ou prise de parole en public, ça peut être n'importe quoi, mais qui peut aider finalement ces carrières-là. Et ce cross-mentoring, on l'a mis en place en interne, évidemment, chez Microsoft, mais aussi
entre partenaires dans notre réseau d'entreprises. Donc, on a Mixité en scène, où ce sont toutes les entreprises autour d'ici les Moulineaux, et donc TF1, Accor, Bouygues ou autres, et Microsoft, bien sûr, qui faisons du mentoring entre nous. Et puis, on le met aussi en place maintenant avec nos partenaires. Donc, sur la base du volontariat, sur la base de je suis mentor, je suis menti, j'ai envie d'aider ou j'ai envie d'être aidé sur tel sujet. Et ça débloque énormément de situations. C'est vraiment un accélérateur extrêmement important. On grandit autant quand on est mentoré que quand on est mentor, parce que ce sont toujours des rencontres superbes. Voilà, donc voilà quelques actions concrètes. Je pourrais revenir aussi aux écoles de l'IA que l'on a mis avec une intentionnalité de profil féminin au sein de ces écoles. Mais bon, voilà, entre autres, ce que l'on fait. Et on sent qu'il y a en fait une volonté de créer un faisceau d'actions qui accompagne l'ensemble du recrutement à la promotion, à l'accompagnement, à la promotion, etc. quoi. Voilà, l'idée de le prendre dans c'est important. Et puis après, sur la base du volontariat, tu sais qu'on a beaucoup de Microsofties qui vont aussi dans les lycées, dans les collèges de leurs enfants pour témoigner, pour dire regardez, voilà ce que c'est que le métier de la tech, venez quand il y a des journées carrière ou quand il y a différents événements, les Hours of Code. Et ça aussi, c'est extrêmement important parce que c'est encore au plus jeune âge qu'il faut aussi les emmener. Théa, dans le rapport, enfin le plaidoyer que vous avez fait avec le cercle Interrel Femmes et IA, est-ce que vous aviez, j'imagine que vous parlez évidemment de ce dont on vient de parler, les quotas, les role models, le mentoring, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou des choses que tu as envie de rajouter sur ces accélérateurs? Il y a beaucoup de choses. En fait, c'est Impact IA, Femmes et IA pour une IA responsable non sexiste. Il y a vraiment des choses concrètes dedans, des outils qui peuvent accompagner les entreprises à progresser sur 7 chapitres. En fait, là, on ne parle pas juste de la diversité des équipes IA, même si ça, c'est très important, mais aussi sur la gouvernance de données, sur des comités IA dans les entreprises, mais aussi sur l'évaluation des algorithmes et des bases de données qui sont utilisées pour les entraîner. Et là, en fait, il y a des enjeux par rapport au risque de l'amplification de ces biais qui peuvent se propager. Par exemple, si on utilise des bases de données pour des applications de reconnaissance vocale où il y a juste 20% de voix féminines, un opérateur sur le terrain, quand il utilise cette application, en fait, si c'est une opératrice, sa voix ne va pas être reconnue comme il faut. Donc, en fait, il y a plein de points de vigilance sur des sujets comme ça. Mais aussi, pour moi, personnellement, faire partie d'un tel réseau, c'est pas juste faire des choses techniques concrètes, développer les outils, mais aussi voir des femmes puissantes autour de moi, voir des femmes qui s'engagent. Et ça, c'est vraiment le principe de role modeling qui, je pense que c'est bien. Et c'est aussi un soutien parce qu'entre nous, on discute pas que d'IA, mais aussi de tous les problèmes qu'on peut avoir dans les entreprises et comme femmes dans le milieu de la tech. Donc, je trouve que c'est extrêmement important. Sama, j'imagine que tu partages cet avis et que tu as dû bénéficier de rôle modèle dans ton parcours. Alors oui, en effet, et je pense que c'est quelque chose de très important. Il y a aussi l'appui des parents. Mes parents m'ont beaucoup poussé, en fait, c'est que pour eux, en fait, les filières d'excellence, c'était les filières scientifiques, et pour eux, c'était clair et net qu'il fallait faire une filière scientifique. Homme ou femme, c'est pareil. Et donc, il y a ça d'un côté, et pour revenir plus côté entrepreneurial, sur les choses qui ont été mises en place, que j'ai pu voir et dont j'ai pu bénéficier d'ailleurs, c'est les incubateurs qui sont justement qui proposent des programmes spécifiques pour les startups dont au moins une des personnes dans l'équipe est une cofondatrice femme. Alors, il y a l'incubateur Willa, et il y a aussi le programme Les Ambitieuses Tech for Good de La Ruche. Et le fait d'avoir des programmes comme cela, en fait, ça montre à quel point il y a déjà une importance dans le fait d'avoir femmes, d'être plus visible en fait en tant qu'entrepreneur, et aussi au final c'est que ça normalise de plus en plus. Maintenant, donc je suis dans un incubateur qui s'appelle Techné, donc au Liberty Living Lab dans le 2e arrondissement, et je trouve que c'est une bonne chose d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes dans cet incubateur, et du coup c'est pas un incubateur qui est spécifique homme-femme, mais en fait on voit à quel point finalement on n'est pas entouré d'hommes, et ça c'est une bonne chose aussi, je trouve.
Aussi, on peut parler de Entrepreneur First, donc c'est un autre programme qui est plus dirigé sur l'entrepreneur en particulier. Le principe, c'est de faire des teams, des équipes de 2 cofondateurs, CTO et CEO. Et là, pour vous dire, parmi les teams qui ont été formés, on voit dans les meilleures équipes, celles qui sont dans le haut du classement, les futures pépites, j'espère très bientôt on aura un peu plus d'informations dessus, mais là, pour l'instant, c'est encore un peu secret tout ça. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que les CTO de ces boîtes-là, ce sont des femmes. Les meilleurs, donc par rapport aux futures pépites, en fait, on a des CTO femmes, et ça, c'est quelque chose à mettre en avant aussi, parce qu'au final, on voit ce changement, même si ça va prendre du temps, on peut l'accélérer, on peut aller encore plus vite, mais déjà, on a les premiers résultats de ce changement qui est en train de se faire. Marina, je te vois hocher de la tête avec enthousiasme depuis le début. Comment toi, tu appliques ça, ces principes-là et ces guidelines générales qui font consensus dans les activités que vous faites, les hackathons et la façon dont vous accompagnez les jeunes générations? Oui, je hoche la tête parce que ce sont les sujets qui me tiennent à cœur et c'est pour ça que j'avais rejoint Tizinai, parce que je pense que la façon de accélérer le changement, c'est de s'y prendre à plus bas âge, et c'est pour ça que nous commençons à travailler avec les enfants dès 12 ans, parce qu'on croit que parfois, ou très souvent même, à 18 ans, c'est presque un peu trop tard. On peut bien sûr changer le cursus de la vie à tout moment, mais quand même à 18 ans, le choix de l'éducation est déjà fait, etc. Donc, on essaie de s'y prendre plus tôt en amont. Et je pense que j'y crois beaucoup, et je pense que c'est vraiment très important d'initier les filles au milieu de la tech le plus tôt possible, et de leur justement démontrer qu'est-ce que c'est. Et la façon dont on travaille, on a certains principes de travail. Donc, j'ai entendu beaucoup parler du mentorat, de la nécessité d'avoir quelqu'un plus expérimenté aux côtés qui montre un peu l'exemple. Donc, on s'appuie beaucoup sur le système de mentorat, justement, hommes et femmes. On essaie vraiment de faire venir le maximum de femmes possible, et on y réussit très, très bien. Et ce sont les femmes qui travaillent dans la tech qui démontrent l'exemple aux filles, et que c'est possible. Et je crois que aussi le cas d'exemple de rôle modèle, c'est très important. Encore une fois, c'est quelque chose qui a été beaucoup évoqué. Et c'est les rôles modèles des femmes qui ont déjà réussi, mais c'est aussi les rôles modèles des filles de presque même âge, et qui sont en avance, qui ont déjà mis en place leur projet, ou qui sont en train de déployer leur projet, qui redonnent de la confiance à nos participantes qui arrivent tout juste. Et peut-être aussi un point très important, c'est l'idée de mélanger les garçons et les filles. On met les enfants pendant nos hackathons dans les groupes de travail, dans les équipes, et on veut à ce que les équipes soient mixtes. Et parce que je crois que c'est très important aux filles de s'initier à la tech, mais c'est aussi important aux garçons de voir les valeurs ajoutées que les filles apportent à leurs équipes, à leur réflexion, à la façon dont ils travaillent les choses. Parce que pour leur vie future, elles vont voir les choses différemment. Donc voilà, ce sont les principes sur lesquels on s'appuie chez Tinzinai. C'est intéressant ce point de mixité, parce que j'avais lu une interview de Moojan Ashgari, que vous connaissez certainement, qui est très engagée sur les sujets de diversité dans l'IA, et qui est iranienne, il me semble. Et elle disait justement qu'elle avait bénéficié du fait que les écoles n'étaient pas mixtes en Iran. Et donc, les filles n'étaient pas confrontées dans une espèce d'altérité filles-garçons, et de complexe, et de chacun son terrain. Les garçons, c'est la science, les filles, c'est ça. Et donc, plus libres, paradoxalement, de se développer où elles avaient envie de se développer, que ce soit les lettres ou les maths, etc., etc. Mais donc, j'imagine que c'est aussi des sujets à débattre. Je précise juste, j'ai une dernière question pour vous, que je vais ouvrir les questions à la salle. Donc, n'hésitez pas à les préparer et à interroger nos intervenantes. Le dernier sujet que je voulais évoquer avec vous, tu as commencé à en parler, Théa, c'est le sujet évidemment des biais.
Et donc, la question toute simple, c'est de savoir comment, si on y arrive bientôt à cette parité, alors déjà, aide-nous peut-être à identifier et à bien comprendre ce problème des biais, tu as commencé un petit peu à en parler, et comment la parité exactement, c'est-à-dire dans le détail, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour lutter contre ce phénomène. Je te donne la parole à toi, parce que je sais que tu as vraiment précisément travaillé là-dessus, mais évidemment, j'ai envie d'entendre les autres après. Oui, en fait, comme on a déjà parlé, les biais, c'est vraiment dangereux pour toutes les applications parce que les résultats qui sortent de ça ne sont pas égalitaires. Et en fait, il y a plein d'outils qui peuvent être utilisés pour voir directement dans les algorithmes en haut, comme j'avais dit, dans les bases de données. Mais aussi, en fait, il faut prendre en compte que les équipes qui sont mixtes, les équipes qui ont des profils différents, des femmes, des hommes. On a perdu le son, Théa. Ah, C'est bon. Ouais, ouais. Okay. Désolée. Et c'est ça en fait que j'essaie aussi d'expliquer au sein de l'entreprise, aux managers, aux dirigeants, de les sensibiliser à ça, parce que peut-être ils voient pas la valeur ajoutée, parce qu'ils disent chez nous par exemple on a beaucoup d'applications techniques, et là il n'y a pas de biais. J'ai dit oui, mais on doit être tout le temps alerte à des problématiques comme ça et en fait prendre l'avance, être pionnier parce que toutes les choses comme ça va venir obligatoire un jour aussi. Et donc, il faut prendre de l'avance, il faut prendre aussi du recul pour éviter les risques. Et en fait, avec le groupe de travail Femmes IA, tout le pacte et la signature de la charte qui était déjà signée par 8 entreprises, on a un événement qui le mardi prochain, en fait, le 22 juin. Donc, je vous invite à vous inscrire. C'est un événement en anglais et en français où on va bien expliquer l'importance de travailler dessous et aussi les dirigeants vont donner des témoignages sur comment ils ont déroulé toutes ces démarches au sein de leur entreprise. Merci. Est-ce que les Agnès, Sama, Marina, vous avez des choses à rajouter sur cette question des biais? Non, pas de mon côté. Je pense que c'est extrêmement important, les algorithmes biaisés. Et puis de manière un peu plus générale, sur l'AI, avoir une gouvernance et un comité d'éthique pour tous ces sujets-là qui doit s'appliquer au-delà même des algorithmes, mais par rapport aux sujets qui peuvent être portés, la façon, parfois sans mauvaise pensée, on peut avoir envie de monter un projet d'intelligence artificielle sans se rendre compte des effets secondaires, on va dire, ou des implications derrière. C'est important de mettre en place cette gouvernance-là aussi au sein des entreprises sur ces projets. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos intervenantes sur l'ensemble des… Ah, pardon, Sama? Oui, je vais bien rajouter quelque chose aussi sur la question, parce que concernant Aliatech, on est en plein dedans, dans la mesure où c'est un système qui utilise l'IA pour pouvoir traduire pour le patient dans sa langue les questions du praticien. Et en fait, il y a un biais dont on s'est rendu compte qui était sur les rôles souvent assignés. On parle d'infirmière et non pas d'infirmier très souvent. Et même dans les petits kits pour les enfants de jouer, très souvent on va voir le rôle, le docteur, ça va être une boîte bleue, donc on se dit ok c'est bleu, c'est peut-être pas trop pour les filles, et les kits infirmières, voilà, ça va être plutôt du rose. Et ce biais-là, il est encore amené, c'est-à-dire que pour Aliatech, on s'est rendu compte avec mon équipe que l'une des questions qu'on pouvait poser en présentation, on va dire, ok, je suis infirmier normalement, ou bien oui, je suis infirmière. Automatiquement, même si on dit je suis infirmier, au départ, eh bien Aliatech comprenait comme je suis infirmière. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette data-là, elle était plus souvent présente. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte de ça, on s'est dit, mais quand même, il est hors de question que nous-mêmes, on rajoute des biais, en fait, alors que nous-mêmes, on est premières intéressées. Et du coup, on a trouvé une solution pour éviter d'utiliser le terme infirmier ou infirmière. On s'est dit, on va mettre IDE. IDE, donc infirmière diplômée, infirmier ou infirmière diplômée d'État. Et au moins, ça garde le neutre, en fait, et on ne met pas plus un côté ou de l'autre. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'en fait, on se rend compte quand on crée un système d'intelligence artificielle, en fait, on est ceux qui décident
vers où va aller enfin, quelle est la direction que va prendre le système. Si on ne prend pas en compte ces biais dès le départ, mais en fait, on les ajoute dans, dans le, comment dire, dans le système et donc dans la société, et donc on ajoute un peu de cette stigmatisation, je dirais, à cause de nos systèmes. Et donc, il faut faire encore plus attention quand on est une femme dans l'IA, je pense, et même tout le monde, il faut faire très attention aux biais que l'on peut ajouter, mais même si c'est fait de manière involontaire. C'est très important. C'est la question de l'intention, justement. Si on n'inclut pas consciemment, on exclut inconsciemment. Alors, Théa, il y a une question pour toi dans le chat. Pour en dire un peu plus, Théa, sur l'événement IA la semaine prochaine. Est-ce que les inscriptions sont ouvertes? Où est le lien, etc. Première bien question sûr, très pratique. Oui, donc les inscriptions sont ouvertes et en fait, je peux vous mettre le lien tout de suite, mais je vois aussi qu'il y a quelques membres de notre groupe ici. Et bon, si vous avez le lien sous main, vous pouvez le mettre dans le chat, Asia ou Florence. Donc, en fait, nous, on va présenter toute la démarche, mais on incite aussi tout le monde à s'inscrire parce que c'est très intéressant de voir peut-être un point de vue des autres entreprises. Et comme ça, on peut imaginer comment l'appliquer dans sa propre entreprise. Donc, aussi, on a plein de partenaires qui vont aussi donner leur contribution. Et je pense que c'est important d'agir ensemble et de donner un peu de visibilité à ces questions. Merci Théa, tu nous mettras le lien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle pour nos intervenantes? Ah, je vois que quelqu'un est en train d'écrire. N'hésitez pas à prendre la parole aussi, on serait contente aussi de vous voir, de voir des visages, d'échanger. On voit l'autocensure à l'œuvre. Voilà. Je suis impatiente de découvrir les questions. C'est le lien. Voilà, le lien. Merci Florence. Tu as de l'aide. Bon, moi j'ai une question du coup. En vous écoutant, à la fois avec vos accents et parce que je connais un petit peu vos parcours, je me rends compte qu'on a un panel en fait très international. Théa, je sais que tu es d'origine croate ou même croate tout court. Marina, je ne me souviens plus exactement d'où tu viens, mais je sais que tu viens aussi d'Europe de l'Est, je crois. Je suis d'origine russe. Russe, voilà, c'est ça. J'hésitais. Bon, c'est russe. Par ailleurs, vous êtes toutes plus ou moins dans des parcours internationaux, des initiatives internationales, des boîtes internationales. Et donc, ma question, c'est sur ces questions de parité dans l'IA et dans les technos en général, comment vous situez la France? C'est-à-dire, quels sont les particularismes du contexte français que vous avez identifié, à la fois dans le bon sens et dans le mauvais sens? C'est-à-dire, que vous avez le sentiment qu'on est en avance, en retard, qu'on a des biais nationaux qui font que ça change un peu la donne? C'est une question un peu ouverte pour vous, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue. Oui, si je peux commencer en fait, comme moi j'ai fait en fait tous mes études jusqu'au master en Croatie et pour le doctorat en fait je suis venue en France. Quand même la Croatie, bon comme la Russie du coup a un peu cette comment dire héritage communiste. Bon, ça apporte plein de choses bonnes et mauvaises, mais dans les questions plutôt égalité, on était bien. Donc, en fait, il y a plein de femmes scientifiques dans tous les domaines. Et c'est pas juste dans les domaines un peu considérés dans les filières féminines. Donc, j'ai trouvé ça une grosse différence par rapport à la France, où vraiment les études d'ingénieurs, comme tu as dit, Bettina, les chiffres ne sont pas bonnes. Je partage cette histoire de Théa, je suis d'accord. Pour moi, je suis arrivée en France il y a 5 ans. Et une des choses que j'avais découvertes, c'est justement, j'étais un peu étonnée sur un certain manque de parité entre les hommes et les femmes dans l'entreprise au sens large. Mais avec ce que je vois aujourd'hui dans la tech, je vois que c'est le monde qui bouge beaucoup et je vois qu'il y a un vrai mouvement. C'est ce que je ressens avec le projet Teens in AI et qu'il y a un vrai mouvement de changer la situation et qu'il y a la vraie prise de conscience et ça avance très, très vite. Et je trouve que la France est en avance
dans ce sens, si je parle vraiment les sujets de la AI, de la tech, est en avance par rapport à beaucoup de pays. Si je compare, par exemple, avec l'Asie, notamment, ou avec même des pays oui, tout ce qui est la tech, la vraie tech, je dirais que même avec la Russie et les pays de l'Europe de l'Est. Agnès, toi, tu as donc été dans une entreprise japonaise, une entreprise coréenne, aujourd'hui une entreprise américaine, enfin globale, mais tu es française. Qu'est-ce que tu peux partager avec nous sur ce thème-là? Moi, je pense que ce que disait Marina et Théa d'ailleurs est très juste, les deux. Je pense qu'on est en retard en France, mais qu'on le rattrape extrêmement vite, que les sujets de diversité, bon, évidemment, depuis quelques années, de diversité un peu plus même globale, on va dire, hein, avec les différents mouvements qui sont apparus, MeToo, etc., ont quand même aidé globalement aussi la prise de parole féminine, et d'où la place de la femme en entreprise et dans le numérique et donc dans l'IA, mais aussi le travail qui est fait, et là je vais reprendre ma casquette plus du collectif Impact AI, c'est la prise de conscience de l'importance d'avoir une intelligence artificielle éthique, responsable. Les entreprises l'ont, et c'est très emprunt, et c'est un sujet vraiment clé et critique. Donc, avec l'axe diversité encore plus. On est vraiment à parité avec les États-Unis là-dessus, je ne vois pas de retard. Je pense que la remarque de Marina est exacte, il y a toujours un retard, je pense, avec les pays plus asiatiques qui ne sont pas encore dans ces problématiques et ces sujets-là. Mais bon, voilà, une grosse accélération, donc un retard au démarrage, mais une accélération confirmée, on va dire. Et Sama, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter là-dessus? Alors, pour l'instant, la tech est surtout en France, même si on compte bientôt aller aussi côté pays anglo-saxons, UK et US. Et alors, ce que je sais, c'est que en France, je pense qu'on n'est pas les plus avancés. Ça, c'est sûr. Il y a des efforts. Finir là-dessus. Je plaisante, vas-y, continue. Ah, c'est tout pour moi. Je pense qu'on peut rester là-dessus. C'est positif, ok, très bien. Bon, bah super. Une question pour Agnès. Savez-vous que les arbitres doivent fonctionner avec IA pour décider finalement, donc homme-machine est d'actualité? Non, je ne savais pas. Non, je ne sais. Attends, hop, je reprends la question. Savez-vous que les arbitres doivent fonctionner avec IA pour décider? Oui, bah, bien sûr. Bah, super information. Non, je ne savais pas. Donc, on va le rajouter dans notre liste d'exemples et à creuser. Merci beaucoup. Oui, je vois, pardon, qu'il y avait aussi une question sur le sport. Personne issue du monde du sportif, je peux peut-être rebondir dessus parce qu'en fait, je pratique le volleyball à haut niveau et donc je suis aussi dans ce milieu-là et ça m'a fait penser à une chose plutôt qui est aussi liée aux stéréotypes qu'on a dans le numérique parce qu'il y a plein de jeunes filles qui ne veulent pas trop se muscler, ne veulent pas avoir un corps fort parce qu'ils pensent que ce n'est pas assez féminin. Donc, ça, c'est aussi la société qui nous fait penser ça. Et je me dis, en fait, les muscles et tout ça, c'est aussi c'est la numérique, c'est avoir conscience de toutes les choses qui se passent, être présente dans ce monde digital. Donc, je me dis, en fait, les filles musclées, vous, en digital ou en réel, comme ça tous ensemble, on sera plus forts et on pourra avoir tous les meilleurs résultats sur les défis de futur. J'adore cet appel à se muscler. Merci à toutes. On va s'arrêter là. Merci pour vos témoignages, pour votre authenticité, pour votre expérience. À l'audience, je vous invite à suivre le reste des conférences de Women and Girls in Tech. Il y a une journée encore très, très riche. Donc, n'hésitez pas à regarder le programme et à suivre. Et voilà, la vidéo sera mise en ligne sur notre site. Et n'hésitez pas à suivre notre activité. Je fais un peu de promo pour nous. Impact AI. Notre prochain événement est le 8 juillet sur le thème de l'environnement, donc rien à voir, mais ce sera intéressant quand même. Merci beaucoup à tout le monde et très bonne journée, très bon week-end. Merci aux intervenantes en particulier. Merci à toutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bon week-end. Bonne journée. Merci, au revoir. c'était très bien. Merci.